Quel est le secret de l'Asie pour maîtriser l'épidémie? Est-ce, comme on le voit sur ces images en Chine, le contrôle et la surveillance généralisée? La semaine dernière, nous étions en Afrique, peu touchée par le virus. Cette semaine, c'est donc l'Asie. Nous partons en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Et on va voir du pays au milieu des marchands de tissus à New Delhi, dans une des grandes gares de Pékin, devant un lycée à Séoul et dans les rues de Tokyo. La pandémie est-elle réellement maîtrisée en Asie? Et quelles sont les méthodes appliquées là-bas? Le Monde en face, c'est notre rendez-vous hebdomadaire sur France Info. Direction d'abord le pays où le virus est apparu. La Chine, où, vous allez le voir, l'hiver est arrivé, les bonnets sont sortis, il faisait 0 degré cette semaine à Pékin. La Chine, seulement, entre guillemets, 4630 morts pour 1,4 milliard d'habitants. Pas réellement de deuxième vague, mais des cas locaux ici ou là. Et surtout un contrôle très strict avec l'apparition d'une classification des zones à risque élevé ou moyen. De quoi s'agit-il exactement? Réponse. Ce sont soit des quartiers résidentiels ou des zones économiques, industrielles où des cas de Covid-19 ont été détectés. Dans ce cas, des mesures très strictes et rapides sont mises en place avec dépistage massif et confinement de la population. Ça a été le cas en début de semaine à l'aéroport international de Pudong. Cette semaine, la situation est préoccupante en Mongolie intérieure. Des vols ont même été suspendus entre cette province et Pékin. La capitale renforce ses mesures de sécurité. Les habitants de Pékin qui vont désormais dans ces zones à risque doivent le déclarer aux autorités et leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école pendant 2 semaines. Dans les grandes gares de Pékin, des distributeurs de masques gratuits ont été installés comme ici dans la grande gare du sud de la capitale. Réactivité, c'est également le maître mot en Corée du Sud, l'un des meilleurs bilans de la planète, 515 morts pour 51 millions d'habitants. Mais l'épidémie repart, on parle là-bas de 3e vague avec 300 nouveaux cas par jour. Et l'inquiétude monte en raison ces jours-ci de l'organisation du baccalauréat. Nous voici donc devant un lycée à Séoul. Les autorités viennent d'augmenter les restrictions sanitaires car les cas augmentent en Corée du Sud, mais surtout en prévision du Sunang, l'équivalent du baccalauréat qui concerne 500 000 jeunes sud-coréens qui aura lieu le 3 décembre. Le gouvernement craint que cela puisse être un moment propice à des contaminations. Alors tout est prévu pour que cela ne soit pas le cas. 33 000 centres d'examen à la place des 21 000 prévus habituellement, des capacités de tests augmentées de 60% et des centres d'examen spéciaux pour les étudiants qui seraient en quarantaine, car si la Corée du Sud est un modèle en matière de lutte contre l'épidémie, c'est grâce à sa prévention et non pas grâce à ses capacités hospitalières, car il existe en réalité ici moins de 150 lits disponibles à l'heure actuelle en réanimation. Un peu plus à l'est, le Japon et ses 127 millions d'habitants, 2000 morts. Là encore, on parle de 3e vague. L'accent est mis sur la discipline individuelle, là aussi, mais l'inquiétude est réelle. Nous sommes devant le ministère de la Santé à Tokyo. Le Japon connaît une 3e vague plus importante que les 2 précédentes, mais il n'a jamais eu recours au confinement obligatoire car la loi ne le permet pas. Tout ici est basé sur la discipline des entreprises et de la population. À partir de cette fin de semaine, les bars, restaurants, clubs de karaoké de Tokyo sont priés de fermer à 22 h. Mais les médecins craignent que cela ne suffise pas à éviter un engorgement des hôpitaux. Plus d'un tiers des lits de réanimation de Tokyo sont déjà occupés et c'est pire à Osaka. Des experts et l'opposition accusent même le gouvernement d'avoir accéléré la contagion en maintenant une campagne de promotion des séjours touristiques et des repas au restaurant à travers le pays dans le but de doper l'économie, la priorité du Premier ministre Suga. Direction pour finir l'autre géant d'Asie, l'Inde. Et là, le bilan est beaucoup plus lourd, 136 000 morts, 9 millions de cas dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants. Les contaminations sont en hausse, les hôpitaux ont du mal à suivre dans la capitale New Delhi. Et en plus, c'est la saison des fêtes et des rassemblements familiaux. Nous voici donc dans l'un des marchés, vous allez le voir, très coloré de New Delhi. Et puis vous allez le voir aussi, il fait nettement meilleur qu'à Pékin. Il fait 25 degrés cette semaine à New Delhi. Il y a quelques jours encore, ces marchés comme celui-ci débordaient littéralement de monde. C'était Diwali, le Noël indien, et la frénésie des achats a dépassé de loin la peur du virus.
Impossible dans ces cas, bien sûr, de garder ses distances. Et maintenant, c'est la saison des mariages qui bat son plein. Or, en Inde, je peux vous assurer que rien n'arrête un mariage. Les invités aussi se comptent par centaines dans ces mariages. Résultat, les cas de Covid-19 ont explosé à New Delhi et surtout leur mortalité. Cela serait dû en fait à la pollution atmosphérique qui englobe le nord de l'Inde à cette saison. Il est en effet prouvé que cette pollution ici accroît de 11% la mortalité des malades du Covid. Et face à cela, New Delhi a pris plusieurs mesures. Il vient d'abord de quadrupler l'amende pour le non-port de ce masque dans les espaces publics. Il a également restreint le nombre d'invités autorisés dans les mariages à 50 personnes. Et le gouvernement fédéral lui vient en aide également. Il a envoyé des médecins militaires pour aider les civils dans les hôpitaux, car aujourd'hui, ces hôpitaux à New Delhi sont complètement débordés. Autant l'épidémie semble donc maîtrisée en Extrême-Orient avec beaucoup de discipline et de réactivité, autant c'est beaucoup plus compliqué en Asie du Sud et en particulier en Inde. Allez, à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à ce rendez-vous hebdomadaire.